Alors, pour parler de l'alimentation dans les villes, tout un menu de possibilités, j'inviterai ici avec moi à venir me rejoindre Anne-Marie Morel, qui est une collègue nutritionniste passionnée, elle m'a dit, de la vie en général, mais aussi de l'alimentation, de la prévention. Elle œuvre au sein de l'équipe de la coalition québécoise sur la problématique du poids. Comme conseillère aux politiques publiques. Anne-Marie sera suivie de Galia Chahine, qui est agente de développement et qui est responsable de la coordination du volet système alimentaire montréalais. On a évoqué ça ce matin, du plan d'action régional de la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. Et on conclura cette session avec Geneviève Guérin, qui est analyste recherchiste à l'Association pour la santé publique du Québec. Et Mme Guérin a une grande connaissance des enjeux sociaux des communautés locales qui touchent la petite enfance, le développement urbain, le transport actif et la santé. Donc, je vous cède la parole, mesdames. Voilà. La période de questions suivra tout de suite ce premier trio de présentation. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Comme c'est toujours difficile la présentation après le dîner, j'ai demandé que M. Coderre vienne réchauffer la salle dans ma première partie. Alors, j'espère que ça vous a aidé à reprendre le fil des discussions. Alors, moi, je vous parle de saine alimentation. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais me concentrer beaucoup au niveau des politiques alimentaires et mes collègues du reste de l'après-midi pourront aller plus amplement dans les autres notions, les autres sujets comme l'agriculture urbaine que je ne traiterai pas du tout. Donc, la première chose, on peut se demander, est-ce que la saine alimentation, c'est une mission pour les villes? Parce que les loisirs, l'aménagement du territoire, la voirie, tout ça, les pistes cyclables, c'est des choses qu'on fait normalement lorsqu'on est un élu municipal. Mais qu'en est-il de l'alimentaire? Eh bien, les villes peuvent faire beaucoup de choses et une des raisons pour laquelle c'est important que les villes le fassent, c'est que le problème de poids dont Corinne vous a parlé ce matin, ça ne touche pas que quelques personnes. C'est vraiment un problème de société et le gouvernement provincial n'arrivera pas seul à renverser cette épidémie. Alors, on a tous besoin de mettre l'épaule à la roue et les villes peuvent le faire de plusieurs façons. Donc, M. Coderre nous parlait tout à l'heure de se prendre en main, changer nos habitudes. Donc, il y a la composante individuelle, mais on est fortement influencé par l'environnement qui nous entoure, donc par qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui est attrayant aussi. Donc, un aliment sain peut être également attrayant et c'est la mission qu'on va se donner à travers les politiques alimentaires. Donc, moi, je vais aller tout de suite dans le concret puisqu'on a peu de temps devant nous. Et il y a beaucoup de choses, comme je vous disais, que les villes peuvent faire. Donc, l'offre alimentaire, pour commencer, donc qu'est-ce que la ville elle-même promouvoit dans ses installations, dans ses événements publics? C'est là-dessus que je vais passer le plus clair de mon temps. L'Action Fontaine d'eau aussi, la question des compétences alimentaires et culinaires. Vous allez peut-être trouver que j'ai l'air un peu à côté avec ça, mais je vais vous expliquer là où les villes peuvent avoir un rôle à y jouer. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps de parler de la partie de la réduction de la visibilité de la malbouffe. Si je n'ai pas le temps, bien, vous viendrez me voir au kiosque à la pause et puis je vous en parlerai avec plaisir. Et les autres aspects vont être surtout traités par mes collègues. Donc, cette diapositive, ce n'est pas pour vous donner un grand cours théorique, mais c'est simplement pour vous montrer le ministère de la Santé et des Services sociaux a une vision de la saine alimentation. Donc, qu'est-ce que c'est un environnement alimentaire qui est sain? Et à ce niveau-là, ce que je trouvais intéressant de soulever, c'est le fait qu'on a des attentes au niveau du milieu municipal pour qu'il ne soit non pas aussi exemplaires que peuvent l'être les écoles, les services de garde, les hôpitaux, mais minimalement qu'ils puissent offrir une offre alimentaire qui est plus intéressante au niveau de la valeur nutritive que les restaurants. Donc, on a quand même déjà positionné le fait que nos villes, on a certaines attentes envers elles. C'est une question notamment de cohérence envers les autres missions de l'État, parce qu'on ne veut pas non plus promouvoir des produits qui sont déjà surconsommés ou qui contribuent à des maladies qu'on va payer de l'autre côté avec nos fonds publics. Donc, la première chose à faire, c'est certain, quand on veut changer notre offre alimentaire,
c'est d'aller souvent rajouter des choses. Donc, ce n'est pas juste de couper qu'est-ce qu'on offre, c'est d'aller proposer des nouveaux aliments sains dans le menu. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé ce qui s'est fait, surtout au Québec, dans plein de municipalités. Donc, tout ce que je vous raconte, ça ne vient pas des livres, ça vient du terrain. Et j'ai cumulé, donc, ce que les gens ont fait un peu partout. Dans tout ça. Donc, il y a des gens qui ont fixé, il y a des villes qui ont fixé une proportion d'aliments sains minimale. Donc, ça peut être, dans certains cas, c'est 50 60 et ça va, 80 revient aussi souvent. Donc, ce sont un pourcentage d'aliments sains qu'on veut mettre dans notre menu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est que ces aliments doivent être appropriés au contexte de consommation. Et là, je m'explique. Souvent, le premier réflexe, c'est d'ajouter de la salade ou d'ajouter des fruits, des légumes. Mais il y a des milieux où la salade, elle ne se vend pas. Et là, les gens nous disent, bien, vous voyez bien que le public ne veut pas d'aliments sains. Et c'est le cas notamment des arénas. Quand il fait très, très froid, la salade, ce n'est pas un mets qui est populaire. Alors, si vous proposez de la soupe, là, vous allez en vendre des produits plus sains. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je parle d'un mets approprié au contexte de consommation. La même chose, si vous n'avez que des gradins dans vos événements spéciaux, ne proposez pas du spaghetti, allez-y pour un panini. Donc, vous voyez un peu le concept, il faut le réfléchir dans ce sens-là. Et j'ai mis en bas quelques ressources. Je sais que les directions de santé publique, des fois, donnent des bons coups de main aussi pour modifier votre offre alimentaire. Et également, j'en viens essoufflée, je veux tout dire. Donc, l'Institut touristique, l'ITHQ, avait fait aussi un très beau projet qui s'appelle « La santé au menu ». Et vous avez en ligne une panoplie d'outils pratiques, lasantéaumenu.com, pour modifier votre offre. Donc, première étape, d'un côté, offrir des aliments sains et par la suite, et là, vous vous demandez pourquoi j'ai un bonhomme à lunettes, c'est de faire en contrepartie d'autres actions. La première, de réduire la visibilité de la malbouffe ou des mets qu'on propose qui sont moins intéressants au niveau de la valeur nutritive. On sait qu'il y a des emplacements, par exemple dans un casse-croûte, qui sont plus populaires que d'autres. Alors, tout ce qui est à la hauteur de vos yeux, par exemple dans une machine distributrice, ou tout ce qui prend plus de rangées va être davantage vendu. Si vous gardez les boissons sucrées, par exemple, à cette hauteur-là, bien, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à vendre le lait qui est dans la rangée du bas. Donc, on doit aussi aménager pour favoriser nos aliments sains. La deuxième, c'est vraiment la mise en valeur de nos produits sains. Donc, là, comment on peut faire ça? Il y a différentes façons et il y a des milieux qui l'ont fait de façon très originale, par des stratégies de communication, des dégustations gratuites aux citoyens, des vitrines, des frigos pour présenter leurs nouveaux mets. Donc, il y a vraiment des belles choses qui se font, mais il faut montrer que ces aliments-là sont intéressants. Le bol de fruits à côté du comptoir caisse fait vendre autant que si c'était un bol de chocolat. Donc, ce genre de petites stratégies-là qui ont été employées sont très efficaces. Et le dernier, le signe de dollar, c'est pour dire qu'il y a plusieurs municipalités qui ont modifié les ratios de prix des aliments pour favoriser les aliments sains. En ce sens que si vous offrez, par exemple, des panini plus santé et des hamburgers, mais que le panini coûte 9 $ et le hamburger 99 sous, après, vous vous dites, les citoyens n'en veulent pas du panini. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de milieux pour rester rentables, pour rester profitables, où ils ont augmenté un peu le coût de l'aliment qui est moins intéressant au niveau nutritif pour pouvoir baisser le coût de l'autre produit et le rendre plus attrayant, plus compétitif au niveau du prix. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment une stratégie intéressante. Dans ce que les villes ont retiré, bien, il y a plusieurs choses qui reviennent souvent d'une ville à l'autre qui font des politiques alimentaires. Il faut dire que les politiques alimentaires, ça fait moins de 10 ans à peu près qu'on les voit sortir publiquement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui en a depuis 30, 40 ans non plus. Donc, j'ai regroupé surtout celles depuis 2006-2007 qu'on revoit fréquemment dans les médias. Donc, on s'est attaqué au gras trans. Certains ont retiré les hot dogs Pogo, les distributrices à bonbons. Et les deux items qui sont retirés le plus souvent, c'est d'abord les fritures. Et dans ce cas-là, c'est souvent pour des raisons très pratiques et même économiques, parce que souvent, ça va se faire au moment où la ventilation doit être remise à jour. Et ça coûte très cher de modifier les systèmes de ventilation des installations publiques.
Donc, ça nous évite de faire ce changement-là. Alors, la friture est souvent le premier item qui va être retiré, d'autant plus qu'on va aller économiser également au niveau des assurances et de la CSST en faisant ce changement-là. Donc, c'est très populaire et en même temps sain, ce qui est positif. Et les milieux qui avaient un peu plus de sous ont pu donc proposer un four à convection, par exemple, et modifier les aliments, les faire cuire au four plutôt qu'en friture. L'autre item, c'est les boissons sucrées et les boissons énergisantes. On ne serait pas surprise, hein, je suis à la coalition poids, donc les boissons sucrées, c'est sûr que c'est un item qu'on encourage beaucoup à retirer de nos établissements publics parce qu'on se dit, est-ce que c'est logique d'utiliser des fonds publics pour promouvoir un produit qui est déjà surconsommé et qui est un des produits alimentaires pour lequel il y a le plus de littérature expliquant les problèmes de santé auxquels il est associé. Donc, si vous avez vu à l'extérieur les eaux aromatisées, la campagne Sucre liquide, pas tous les jours, sur le site web sucreliquide.com, vous avez quelques informations à ce sujet et une panoplie d'alternatives pour les remplacer. Donc, voilà. Il y a des villes aussi, ça vous en avez peut-être entendu parler, qui ont adopté une résolution spécifiquement pour retirer les boissons énergisantes de leur offre alimentaire et carrément en interdire la vente. Évidemment, ce n'est pas sur leur territoire, donc ça ne touche pas les dépanneurs et les commerces, mais c'est pour leurs installations à eux. Et c'est un mouvement qui a commencé à Amqui et plus de 80 municipalités le font maintenant. Il y a des villes qui commencent à regarder aussi s'ils peuvent s'attaquer à toute la distribution gratuite, qui est une façon dans les rues de promouvoir ces produits-là. On n'a pas encore de réponse pour vous. Il n'y a pas de personne qui est allée de l'avant, mais la Coalition a demandé des avis juridiques. Donc, quand on aura la réponse, on vous la fournira de quelle manière on peut le faire. Puis c'est quand même étonnant parce que tout à l'heure, vous allez entendre parler Jean-Philippe Vermette, qui est directeur du marché Frontenac et qui s'occupe, entre autres, de l'initiative Fruixi, où ils vont vendre des fruits et légumes dans des parcs. Et l'encadrement, ils ne pourraient pas vendre ou laisser des fruits et légumes en chemin entre les sites où il doit vendre, parce que le fruit et légumes doit être vendu à l'emplacement pour lequel il y a une entente, mais à n'importe quelle sortie de métro, on va se faire ouvrir une bouteille de Coca-Cola. Alors, c'est quand même assez contradictoire parfois. Un point qui est très important, il y a des villes qui ont fait des changements extraordinaires et ils ne sont pas restés. Et donc, on peut apprendre de leur succès et de leur échec et ne pas les répéter. En fait, ce qui ressort beaucoup dans les endroits où ça n'a pas fonctionné, où ils ont dû revenir en arrière, c'est 3 éléments principaux que j'ai pu dégager. Le premier, c'est la question de la volonté politique. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un dédié au projet? Est-ce que le projet était écrit officiellement dans les papiers municipaux ou si c'était juste une modification des critères pour le concessionnaire alimentaire, puis par la suite, il a été changé. Donc, ça, c'est un des éléments qui était important. Le deuxième, c'est est-ce que le virage santé s'est fait de façon progressive ou de façon agressive? Donc, il y a des endroits où ils sont passés de la poutine à 100% végétarien, ou à peu près. Donc, ce virage a été mal accueilli par la population parce qu'il était trop important. Et donc, c'est important donc, que les endroits où ils réussissent le mieux, ça s'est fait de façon progressive, donc étape par étape. Les aliments ont été tranquillement modifiés. Et le dernier élément qui était critique, c'est toute la question de la stratégie de communication. Les milieux, il y en a dans des arrondissements à Montréal comme ailleurs, les milieux où ils ont pensé à une stratégie de communication pour rendre attrayant leur nouvelle offre, pour pas que les citoyens aient l'impression qu'ils avaient perdu leur poutine, mais pour qu'ils aient l'impression qu'ils avaient gagné toute une variété de choix. Ils ont vraiment eu beaucoup de succès. C'était pas juste un accueil positif, c'était un accueil chaleureux et enthousiaste de la population, et c'est resté. Donc, c'est un peu les éléments que j'ai pu ressortir de ceux qui avaient été moins chanceux.
Il y a beaucoup de barrières aussi, je ne vous cache pas. Je vous les nomme, je n'aurai pas le temps de les expliquer en détail, mais sur le site web de la Coalition, vous avez un peu plus de détails sur chacun d'eux et vous pourrez venir me voir avec plaisir. Mais disons ceux qui peut-être vous agacent un peu plus, toute la question de la rentabilité. Les aliments sains, les aliments frais vont avoir plus de gaspillage, plus de pertes. Alors, c'est souvent ce qui va faire peur, ça coûte plus cher, etc. Mais c'est vraiment une question, il y a beaucoup d'endroits où ils sont restés non seulement rentables, mais profitables en ajustant, en s'assurant d'un bon roulement, en s'assurant avec la politique de prix favorable aux aliments sains, là, que ça passait devant. Il y a des municipalités qui font affaire avec des concessionnaires et ont choisi de réduire le coût du loyer, par exemple, pour obtenir des aliments sains, ce qui fait que pour les concessionnaires externes, ça devenait autant attrayant d'offrir des mets sains que des mets moins intéressants. Donc, j'accélère. Rapidement, l'accès à l'eau potable dans les lieux publics. On le sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont trouver une boisson sucrée plus facilement quand ils ont soif qu'une fontaine d'eau. C'est un problème qu'on a soulevé. Et pour ce faire, on a fait un modèle de résolution. Et déjà, ça vient de sortir. Et il y a déjà 4 municipalités au Québec qui sont allées de l'avant, la première étant Saint-Basile-le-Grand. Donc, le mouvement continue pour vraiment mettre de l'eau sur la place publique. Et très rapidement, mon dernier point, puisque je ne veux pas avoir des gros yeux d'Hélène, elle fait peur. Hein? Donc, juste les compétences culinaires. On en parle beaucoup parce que ça a un impact sur l'indépendance que les gens peuvent avoir face aux mets transformés. Ça leur donne plus de pouvoir dans leur choix alimentaire. Ils peuvent aussi adapter les aliments sains à leur goût et donc les trouver plus plaisants à consommer. Et dans ce cas-là, les municipalités peuvent être, même si elles ne sont pas les acteurs principaux, de grands alliés. Il y a des villes qui vont en offrir des cours de cuisine pour les enfants dans leurs activités de loisirs. C'est le cas à Laval, par exemple, où ils ont les ateliers 5 épices. Dans les bibliothèques, ça se remplit dans un temps record. Également, dans les marchés publics, plusieurs activités. Et il y a aussi toute la question du partage possible de locaux entre des services traiteurs, des organismes de cuisine collective, des citoyens. Donc, il y a toute cette question-là qui est adressée notamment dans le trio de recommandations de la Coalition Poids, mais qui visait le milieu scolaire, mais où les municipalités ont aussi un rôle. Donc voilà, moi aussi je termine en disant qui s'engage à faire au moins une action pour promouvoir la saine alimentation des citoyens dans la prochaine année. Merci Anne-Marie, merci d'avoir respecté ton temps. Elle m'a dit, j'ai 15 minutes, mais c'était une présentation de 30 minutes que j'ai vraiment restreint. Merci, tu peux prendre une petite gorgée d'eau. Nous allons enchaîner donc avec Galia Chahine. Galia, on vous écoute. Bonjour tout le monde, merci de l'invitation, je suis très heureuse d'être ici. On m'a demandé de faire un survol de la démarche SAM et des conclusions et de l'apport qu'une telle démarche peut avoir pour une ville, pour une agglomération, pour une municipalité. Donc, c'est une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Et on m'a demandé donc de venir vous en parler. Et quand j'ai pris le temps quand je préparais la présentation, je me suis dit, mais c'est vrai, comment on l'a fait ce SAM-là? Comment ça se fait que ça a réussi et pourquoi ça marche encore depuis 4 ans et ça mobilise encore les partenaires et de plus en plus de partenaires. Et donc, de dire... le SAM, finalement, c'est le processus, enfin, il espère être le processus qui permet to think globally and to act locally. Donc, d'apporter plein de dimensions très complexes et de les simplifier, de les canaliser et de savoir prioriser les éléments en fonction des besoins d'une région. Comment une ville peut agir? Évidemment, l'appui, le soutien, la collaboration, le partenariat, une adhésion officielle qu'on a eue de la Ville de Montréal qui a beaucoup aidé, des partenaires qui s'engagent depuis 4 ans avec nous à réfléchir cette chose-là ensemble. Et ce que le SAM amène, en fait, c'est vraiment, on ouvre la voie à des bonnes pratiques à l'interne, à l'externe des institutions, des villes. Et aussi, on se rend compte de plus en plus que ça, en fait, ça développe des opportunités de développement économique carrément social et environnemental pour la région, pour l'agglomération. C'est le piton. Donc, tout d'abord, pourquoi la planche est vide? Je me suis dit, c'est quoi le système alimentaire? On me pose toujours la question, je me suis remise dans le bain quand on a commencé à réfléchir à cette chose-là.
C'est 4 secteurs. Donc, assez simplement, la production, la transformation, la distribution et la consommation. Chacun de ces secteurs qui travaillent très individuellement dans des préoccupations très complexes. Chacun a plein d'enjeux. La production a les siennes, transformation, distribution. Et ça, j'ai juste fait un bref bilan de ces enjeux-là. Chacun de ces enjeux est très complexe en soi. Ces interactions avec les autres dans chacune est très difficile. D'interagir entre un secteur et l'autre, c'est aussi pas très commode. À cela, il ne faut pas oublier qu'on travaille soit à une échelle nationale, soit à une échelle locale, soit à une échelle régionale, et qu'il y a une interaction, une interdépendance entre ces échelles-là. Donc, un système alimentaire doit traiter de ces 3 niveaux-là, même si dans notre cas, nous, on traite de l'échelle régionale, donc au niveau de l'agglomération de Montréal. Donc, on devait aller s'inspirer et prendre en considération les priorités de tous les niveaux et tout ce qui se passe un peu à toutes les échelles. À cela s'ajoute, parce que ce n'était pas assez compliqué comme ça, toutes les valeurs ou toutes les préoccupations transversales. Donc, on a le développement durable, et encore ici, j'en ai juste mis quelques-uns, la notion de gaspillage et perte alimentaire, la multifonctionnalité des agricultures, les technologies vertes, etc., etc. C'est ça, un système alimentaire. Alors, comment, à travers ça, on peut réfléchir globally et avoir une action locale cohérente? Eh bien, pour Montréal, on a trouvé une formule. C'est une mobilisation régionale d'envergure qui a pris 2 ans à mettre en place, beaucoup de partenaires, plus de 15 sessions de travail, et on est parvenu avec plus de 35 partenaires régionaux, locaux et nationaux à formuler une seule vision qui touche l'ensemble des secteurs, l'ensemble des enjeux, toutes les réflexions transversales et les échelles. Donc, c'était déjà un grand atout d'avoir cette capacité de se dégager de la confusion et de la complexité d'un système alimentaire, n'importe lequel, et de parvenir ensuite à vraiment canaliser les priorités en 5 orientations pour 2025, donc un horizon à moyen terme. On avait 12 ans pour le mettre en place. Et ces 5 orientations-là, on les a déclinées en 14 axes et une trentaine d'objectifs. Ça, c'est l'objectif pour 2025. La première mouture qui s'est terminée en 2014, et vous avez dans vos brochures exactement ces détails-là. Donc, à partir de ce moment-là, à partir d'une mobilisation régionale ancrée dans une vision collective, donc on a clarifié un peu le système, qu'est-ce qu'on a fait après? Une fois qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, un horizon commun, on ne réfléchit plus en silo, on a sorti des secteurs d'une réflexion purement sectorielle, on doit penser à des actions concrètes. Donc, comment ancrer cette vision-là dans des projets concrets sur l'ensemble du territoire de Montréal. Avec nos 35 organisations partenaires, organismes et institutions, dont fait la Ville de Montréal, le ministère de l'Agriculture, la DSP, plein d'autres organisations, les universités, etc., on est parvenu à identifier 4 objectifs pour les 2 prochaines années dans le cadre du plan d'action. Et ce plan-là, vous l'avez, c'est la partie centrale du dépliant que vous avez. Donc, au niveau des objectifs retenus, on avait renforcé le maillage régional. C'est l'élément de cohésion qui manquait pour la région de Montréal, de s'assurer que tout s'interrelie et qu'il y ait une cohérence. Entre autres, on collabore aux travaux sur une instance régionale en alimentation. Le deuxième objectif, favoriser l'accès physique à une saine alimentation avec des projets comme ceux du réseau, développer un réseau de dépanneurs santé et le projet Cultiver l'espoir dans l'ouest de l'île sur le bois de la Roche. Donc, vraiment collaborer à des projets concrets pour avoir accès. Troisième objectif, c'est travailler au niveau de l'offre et la demande alimentaire en institutions publiques. 3 secteurs ont été ciblés pour les 2 prochaines années, le milieu éducatif, le milieu de la santé et le milieu municipal. Donc, on va travailler beaucoup avec eux. Et le 4e étant le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine avec des initiatives comme l'événement du mois de mai, Cultiver Montréal, et la collaboration au niveau du plan de développement de la zone agricole dans l'ouest de l'île de Montréal. Tout ça, on a une vision claire, on sait où est-ce qu'on veut aller, on développe des projets concrets.
c'est très bien de s'ancrer avec développer un levier régional majeur. C'est là où on a le lien avec MPA, Montréal Physiquement Active, et la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. Donc vraiment, de coordonner nos actions, de développer même des actions transversales, dont une du plan d'action, c'est le partenariat avec les Jeux du Québec 2016, développer l'offre alimentaire dans des événements sportifs et lier officiellement l'alimentation à l'activité physique et avoir ce lien-là. Donc, vraiment travailler sur ce maillage-là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a des retombées vraiment très concrètes. Les apprentissages du SAM, c'est on évite les doublons. On travaille à un niveau de toutes les directions, par exemple de la Ville de Montréal, on a à peu près, je pense qu'on touche à toutes les directions. Toutes les planifications se coordonnent à partir d'une vision claire à laquelle tous nos partenaires adhèrent officiellement. On peut avoir une cohérence interne, des objectifs communs et la vision partagée et des répercussions concrètes sur le terrain, donc localement, notamment avec le projet de système alimentaire La Chinois, celui de Montréal-Nord, le projet à l'île Bizarre d'avoir un statut de paysage humanisé, de protéger le paysage et donc de protéger les terres agricoles, donc la production, etc. En termes, une fois qu'on a la cohérence à l'intérieur, ça nous donne une stratégie claire et ça nous permet vraiment d'identifier des moments ou des ponts qu'on peut développer avec d'autres mobilisations. Par exemple, le maillage avec l'activité physique avec MPA, avec les Jeux du Montréal et aussi une formation en saines habitudes de vie qu'on développe ensemble au niveau municipal. D'autres initiatives, on s'inspire aussi du local. C'est beau d'être au régional, mais il faut reconnaître et mettre en valeur l'expertise qu'on a développée au niveau local, notamment des projets d'approvisionnement alternatif équitaire avec l'hôpital Jean Talon au niveau de l'approvisionnement d'un hôpital, au niveau du petit marché de l'Est avec le CHSLD, du C3S, Lucille Teasdale. Donc vraiment s'inspirer de ces initiatives et de les pousser plus loin, de les scaling up, de les amener au niveau régional et de faciliter leur implantation. Et finalement, au niveau régional, quand on parle de saines habitudes de vie, quand on parle d'un maillage avec l'activité physique et de mettre dans l'esprit de tout le monde ce lien entre ces deux choses-là, entre l'alimentation et l'activité physique, on travaille au niveau de toutes les planifications. Cohérence entre les planifications de différents organismes, mais aussi à l'intérieur des organismes, les différentes directions et services qui ont leur propre petite planification. Donc, d'essayer de venir créer ces ponts et de ne pas répéter les efforts et de faire une économie de dédoublement, d'éviter ça. Et par ça, on développe des opportunités et beaucoup de bonnes pratiques à l'interne et au niveau de l'ensemble du système alimentaire. Donc, l'apport du système alimentaire d'une démarche comme le SAM, c'est vraiment de donner une cohérence à ce système qui est très complexe, qui est très sectorialisé et qui, en fait, a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'éléments porteurs. Il s'agit juste de clarifier l'orientation et de pousser plus loin. Et ça peut être décliné non seulement à l'échelle d'une agglo, ça peut être décliné au niveau d'un arrondissement, d'une municipalité, d'une province, pourquoi pas. Donc, vraiment, c'est vraiment cette déclinaison-là, ce processus-là fonctionne et il fonctionne très bien. En tout cas, pour Montréal, pour l'instant, on est très, très heureux du travail qu'on fait ensemble. Merci. J'ai encore 14 secondes. Merci beaucoup, Galia.